Donc, bienvenue à tous pour ce Sphere Lunch. Donc, dernière édition avant l'été. Et on espère, on croise les doigts, dernière émission remote et les prochaines, on sera sur place. Ça nous manque quand même, ça nous manque quand même de se voir et de déjeuner, de discuter, etc. C'est quand même mieux en physique. Donc voilà, bienvenue. On est le 30 juin et c'est le dernier avant l'été. Petit rappel pour de la boîte. Sphere, on est une entreprise de développeurs. On est sur Nantes, on commence à grossir petit à petit. On prend notre temps, mais ça grossit. On a pas mal de choses à vous proposer, notamment les Sphere Institute, qui sont des formations payantes. Les Sphere School, qui sont des formations aussi, mais gratuites, sur 2-3 jours, animées par des speakers internes, avec en général un nombre de places limité pour pas qu'il y ait trop de personnes par rapport au nombre de. N'hésitez pas à vous inscrire et à ne pas traîner pour vous inscrire, les places partent vite. Les Sphere Lunch de ce midi, je vais y revenir. Et on a aussi des livres blancs qu'on écrit sur DataOps. Et on a fait peau neuve sur notre site, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et voir. Donc pour rappel, le Sphere Lunch, le principe, c'est 2 confs sur le temps du midi, 2 confs de 20 minutes, avec questions après les confs. On essaye de respecter le timing. Et donc le format est toujours le même. Premier speaker, un sphérien, notamment aujourd'hui Julien de Nantes. Et deuxième speaker, un externe, donc Guillaume de Unique Name. Donc la prochaine Sphere School, c'est le 8 juillet, c'est sur Git, comment optimiser son utilisation. J'espère que ça va parler Rebase. Et prochain webinar, donc c'est inscription gratuite le 6 juillet, donc de 11h à midi en ligne. Donc ce midi au programme, Julien Tanguy qui va nous parler des bundlers JS, bundlers, je ne sais pas comment on dit, JS. Et Guillaume Nicolas de Unique Name, une startup nantaise, qui va nous parler de Quasar. Donc voilà, j'invite Julien à monter sur scène. Partage d'écran. Voilà. Voilà Julien, c'est à toi, je te laisse la main. Ok. Alors, bonjour à tous. Alors, voilà. C'est bon. Alors, bonjour à tous et à toutes d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de bundler JavaScript. Alors, moi, donc, je suis Julien Tanguy. Donc, comme disait Adrien juste avant, je suis développeur chez Sphere. Si vous voulez me contacter, principalement, c'est sur Twitter, même si enfin, par mail, je réponds un peu moins, donc voilà. Aujourd'hui, donc, du coup, je vais vous parler de packaging. Alors, le packaging dans le cadre des applications web, donc, petit rappel, hein, forcément, je pense qu'aujourd'hui, qu'à une très grande majorité d'applications, qu'elles utilisent du jQuery UI, du Svelte, Angular, React, LiteElement et autres, utilisent du coup du JS pour ajouter du comportement en page. Et du coup, parce qu'on est un peu feignant et qu'on n'a pas envie de réécrire notre code 15 fois, on va réutiliser du code et factoriser notre code. Si je prends par exemple Bootstrap, qui est un gros framework front-end, qui fait aussi dont on peut voir qu'on a un peu de JS, un peu de CSS. Et dans la partie JS, on voit que Bootstrap a besoin. Enfin, il y a le code de Bootstrap et il y a du code il y a du code de dépendance. Donc, il nécessite notamment jQuery et popper.js pour fonctionner. Et dans la doc, donc, on peut voir, c'est rajouter les balises, etc. Et un truc qui est important, c'est que l'ordre est spécifiquement et explicitement mentionné. Il faut placer le code de jQuery d'abord, puis le code de popper.js, puis le code le code de Bootstrap. Ça peut être ça c'est pratique. Enfin, ça peut marcher quand on a peut-être 2 dépendances comme Bootstrap, mais quand on commence à en avoir beaucoup, déjà ordonner les différentes balises scripts, ça commence à être un peu compliqué. On sait pas, il y a peut-être des dépendances qui sont multiples aussi. Il y a pas mal de choses qui vont dépendre de jQuery. jQuery dépend de rien, donc on peut le monter en haut, mais il y a un autre truc aussi qu'on peut remonter en haut, etc. Et on se retrouve avec enfin, en tout cas, c'était il y a 10 ou 15 ans au minimum, on avait des problèmes comme ça où on fallait ordonner les scripts pour que les dépendances se chargent comme il faut. Le but d'un bundler JavaScript, principalement, là, ça va être de s'assurer que toutes les bibliothèques JS sont chargées dans le bon ordre
et de réduire aussi la taille et le nombre de scripts à charger, si possible en les compactant, en les concaténant dans un seul fichier. Comme ça, on n'a qu'un seul fichier à charger et non pas 15 requêtes à aller chercher pour toutes les dépendances. Alors donc un bundler, ça fait donc des chargements de dépendances dans l'ordre. Donc on a plusieurs possibilités. On peut ordonner les balises script, on peut aussi concaténer les fichiers dans le bon ordre. Après, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait pour charger un peu ça? Au tout début, je vais faire un bref historique. Au tout début, on a eu une bibliothèque qui s'appelait require.js qui permettait de spécifier, en fait, qui permettait de découpler en fait la partie chargement des fichiers et l'utilisation des dépendances. Donc on pouvait charger, on chargeait require tout en premier, après on disait require, voici toutes les dépendances auxquelles tu as accès. Et si j'ai un endroit dans mon code, j'avais besoin de jQuery, bah, je pouvais appeler require.js de jQuery, et puis à l'intérieur de mon code, je pouvais récupérer du coup le fameux $ de jQuery et faire toutes les dépendances que je voulais là-dessus. Sauf que ça marche à peu près sur des cas un peu simples aussi. Après, les bundlers sont arrivés, et les bundlers utilisent un mécanisme qui est déjà présent en Node et qui est présent dans d'autres langages aussi, c'est le mécanisme d'import de dépendance. Donc pour charger dans les dépendances dans l'ordre, enfin pour définir notre code, pour utiliser des choses, on a donc des mécanismes d'import, qui étaient au début, là on avait le mécanisme appuyé, standardisé dans CommonJS, et maintenant, depuis 2015, on a les ES modules, donc qui permettent de définir que le bout de code dans mon fichier a besoin de jQuery, de popper.js, etc., etc. Et du coup, les bundlers JavaScript vont utiliser ces instructions d'import pour pouvoir voir qui a besoin de quoi et dans quel ordre. Donc un bundler, principalement, il y a 3 éléments essentiels d'un bundler JS aujourd'hui. Donc on a le graphe de dépendance. Donc on a une racine, donc on a un ou plusieurs fichiers racines. Ici, on peut voir dans l'élément à droite, on a un graphe de dépendance, on a root 1 et root 2, donc qui sont 2 fichiers racines qu'on va spécifier comme étant les points de départ, et ensuite on va parcourir les imports de fichier en fichier, et pouvoir comme ça construire le graphe des différentes dépendances. Ensuite, dans notre bundler, une fois qu'on a un graphe de dépendance, on peut combiner les fichiers. Donc les premiers bundlers faisaient de la concaténation. Aujourd'hui, on a des trucs un peu plus avancés, mais il faut au moins on essaie de combiner pour bundler justement la sortie. Et également pouvoir appliquer des transformations sur ces fichiers avant ou après la concaténation. Par exemple, avant, on pourrait utiliser par exemple Babel pour changer nos fichiers JS et pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités de JavaScript en avance de phase, et qu'elles soient après transpilées pour être utilisé dans tous les navigateurs. Donc, un bundler peut aussi, donc ça c'est le cœur d'un bundler. Ensuite, on peut offrir plusieurs fonctionnalités additionnelles. On peut générer des assets qui sont pas nécessairement de JS. Ça peut être des fichiers d'images, ça peut être des polices de caractères, ça peut être des fichiers JSON, ça peut être n'importe quoi. C'est assez pratique quand on construit un design system, parce qu'on peut dire, voilà, j'ai un composant bouton qui a une petite icône, et ma petite icône, bah, je vais la générer dans mon bundle, et que je vais pouvoir zipper derrière pour l'offrir aux consommateurs de mon design system. Et voilà, tu cherches ça, et la fonte est là, les styles sont là, etc. En fonctionnalité aussi qui est très à la vogue aussi en ce moment, qui est très pratique, c'est le concept de code splitting et de chargement asynchrone. Donc, initialement, quand on avait un gros fichier concaténé, on avait un méga fichier JS qui pouvait peser parfois plusieurs mégas. C'est assez long, et le chargement des JS, sauf si il est défini comme étant asynchrone dans l'HTML, mais le chargement de JS, il est nécessaire,
enfin, si une partie est nécessaire, on va vouloir le charger en synchrone. Et ce chargement, pendant que le JS est chargé et parsé, on bloque le chargement de la page est bloqué, le temps d'aller exécuter, enfin télécharger, parser, exécuter le JS, ce qui peut rallonger ce qu'on appelle le time to interactive, donc c'est le temps entre le moment où la page est chargée et là où la page est, on peut commencer à interagir dessus. Donc pour ça, un bundler peut aussi dire que y a certaines dépendances qui vont être synchrones. Ça va être principalement, on va pouvoir utiliser des imports. Donc là, si on prend de l'import des modules ECMAScript, on peut dire import, alors avec une typo from et form depuis le design system. Donc ça va être un import synchrone parce que j'en ai besoin tout de suite. Et je peux aussi avoir des imports asynchrones via la fonction import sur un traitement qui peut être un peu plus long, mais qui n'est pas nécessaire à l'affichage et au chargement de ma page. Et du coup, le bundler peut voir ça et dire, OK, j'ai mon point d'entrée, c'est le fichier que je vais charger initialement. Je vais pouvoir charger toutes ces dépendances synchrones, je vais pouvoir les packager dans un seul fichier, un seul bundle ou un seul asset, envoyer ça à charger au navigateur, et derrière, le navigateur va pouvoir de façon asynchrone derrière, une fois que la page est chargée et qu'on est déjà interactive, aller chercher les autres dépendances qui sont, elles, asynchrones. Et s'il y a un peu de temps de chargement, c'est un peu moins grave. Donc voilà, donc ça c'est le code splitting, et on peut également avoir un serveur de développement et du hot module reload, donc du chargement à chaud, où je modifie un fichier. Là, c'est vraiment pour l'expérience de développement. Je modifie un fichier, je vois directement l'impact dans le navigateur, en gardant si possible mon état local pour pas avoir à recharger complètement ma page. Alors si vous voulez expérimenter un peu avec un bundler et comment ça marche, il y a un petit projet sur GitHub qui s'appelle Minipack, qui est vraiment un exemple simplifié d'un bundler écrit en JS, et où justement il arrive là-dedans. Alors c'est exactement c'est les fonctionnalités minimales que je disais, c'est-à-dire parcourir le graphe de dépendance, comment dire, assembler les chunks et après générer les fichiers de sortie. C'est un projet qui est assez petit et qui est assez facile à comprendre. Alors aujourd'hui, donc si je fais un état des lieux des bundlers en 2021, le premier, le plus important, et si j'ai un t-shirt aujourd'hui, donc c'est Webpack, qui est présent, qui sert principalement donc pour faire du packaging d'applications. Donc il est configuré à partir d'un fichier, même s'il y a pas mal d'options qu'on peut passer en ligne de commande, mais dès qu'on a une config un peu velue, on commence à avoir besoin d'un fichier. Webpack possède tout un système de loader pour pouvoir chercher n'importe quel type de fichier. Un loader, globalement, c'est quoi? Ça prend un fichier, ça recrache après derrière un autre fichier, et on a à côté dans une structure de données qui va dire « Ok, mon fichier, il a importé ou il a require tel autre fichier ». Et après, à partir de ça, Webpack peut prendre ses loaders et faire sa moulinette d'aller parcourir le graphe des dépendances pour aller récupérer ce qu'il veut. Ensuite, on a des plugins pour pouvoir gérer le cycle de compilation. Donc là, là où un loader fonctionne juste pour je suis en train de charger un fichier en question, enfin un fichier spécifique, un plugin peut gérer tout le cycle de compilation, voire mesurer le temps que ça a pris entre le début et la fin. On a des plugins pour générer des statistiques sur la taille et le nombre d'assets générés. On peut réordonner, on peut émettre du fichier HTML, on peut faire pas mal de choses avec des plugins. En bonus, en chose qui est vraiment prise en compte dans Webpack depuis assez longtemps, c'est le code splitting, justement, le fameux ça va partir dans un autre fichier, ça va être chargé à part, etc. Et dans la dernière version, avec Webpack 5, on a la module federation, qui permet de définir une partie d'une bundle sur un fichier distant, au hasard un design system,
et de pouvoir require des composants directement depuis le design system, mais les 2 sont des builds séparés et du coup on peut séparer, complètement le travail du design system, du travail de consommateur du design system. Alors, Webpack, ça peut être un peu, ça prend un peu, ça fait un peu peur vu la complexité, le nombre de choses que ça peut faire. C'est très puissant, mais ça demande un peu de s'y mettre pour comprendre. J'ai envie de dire, c'est pas très compliqué, mais j'en fais depuis des années, donc c'est un peu plus simple aussi pour moi. Mais du coup, il y a des alternatives plus simples qui sont venues à Webpack, notamment Parcel, qui venait au début pour dire: «Je charge plus vite que Webpack et j'ai pas besoin de config». Parce que c'était les 2 trucs qui étaient, les 2 «pain points» entre guillemets de Webpack. Enfin, donc Parcel, il y avait pas de configuration. Alors en V1, en Parcel V2, il y a un fichier de config qui est arrivé, c'est le parcel RC. Les piles étaient incluses, donc ce Parcel avait tous ses loaders, et pouvait gérer nativement du CSS, du less, même du Helm, du TypeScript, et cetera. Donc on n'avait pas besoin d'étendre Parcel, tout était compris, on avait un seul binaire, c'était simple, c'était pratique. Sauf qu'en V2, du coup, ils arrivent et ils ont aussi également un système de plugin qui est arrivé. Donc on peut étendre Parcel pour faire des choses en plus. Un troisième bundler qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est Rollup. Donc Rollup est plus, contrairement à Webpack et Parcel qui étaient plus sur du packaging d'applications, Rollup est plus fait pour du packaging de bibliothèques. Donc pareil, un fichier de config. Rollup est conçu autour des ES modules, donc on n'a pas toute la mécanique que pouvait avoir Webpack sur. Alors je vais utiliser la syntaxe de CommonJS de Require pour faire mes tambouilles. Là, avec Rollup, on a que des modules ECMAScript. Et on a également tout un tas de plugins pour pouvoir faire des choses en plus et étendre Rollup. Depuis quelques années, on commence à avoir pas mal d'outils JS qui sont réécrits dans d'autres langages. Donc, notamment, on a aujourd'hui ESBuild, qui est une réécriture complète des bundlers from scratch en Go. J'ai une typo qui est apparue, donc c'est. D'ailleurs, j'ai une typo là, j'ai un copier-coller qui s'est mal passé. ESBuild, donc les fonctionnalités sont assez limitées. Il y a il y a seulement une sous-partie de JS qui est, enfin, il y a des choses qui sont pas faites, mais le but c'est d'avoir un bundler qui est très rapide et qui permet de charger, de pas perdre de temps en fait au bundler. Je vais finir par quelques petites mentions spéciales sur des bundlers qui sont pas vraiment des bundlers, en tout cas ça floute un peu la limite. On a notamment Snowpack, qui est plus un serveur de dev et du packaging, enfin, qui va packager un serveur de dev, sachant que Snowpack, si on fait un build derrière, ça utilise Rollup, je crois. Ah, ou peut-être USBuild, je sais plus. Vite, ça utilise Rollup de mémoire. Et WebDev Server, pareil, comme son nom l'indique, c'est un serveur de dev. Donc ça, c'est des outils que je classe pas dans la catégorie bundler, mais plus outils de développement. Mais une fois qu'on est parti en production, ces outils-là ne touchent absolument pas la production. Il y en a plusieurs qui vont déléguer justement les builds de prod à d'autres outils. Voilà, je vais finir j'ai un peu d'avance, donc un peu de temps pour des questions. Si besoin, donc il y a pas mal de voilà, les liens des différents outils. Si vous avez des questions, je le prends. Si vous avez des questions, alors je vais pouvoir plus répondre sur des questions spécifiques sur du Webpack. Les autres, j'en ai une vue un peu plus un peu plus haut niveau, on va dire.
Alors, première question, est-ce que tous les bundlers font du tree shaking? Je suis pas sûr. Je crois que de mémoire, alors je sais que Webpack le fait, Parcel et Rollup doivent le faire aussi. Peut-être que SBuild le fait, je sais plus si, je peux la regarder vite fait. En sachant que le tree shaking globalement, alors Webpack fait du tree shaking sous condition, dans le sens où, dès qu'on a la syntaxe de CommonJS, en fait, la syntaxe de CommonJS vient poser plein de problèmes, notamment sur le fait que un module c'est un gros objet avec tous ces exports. Et en CommonJS, on a du mal à aller donc tree-checker, donc aller dire bah, cette partie-là du code, cet export je m'en sers, cet export je m'en sers pas. Et du coup, en général, il faut passer par des modules ECMAScript pour ça. Alors, quel avantage à utiliser des serveurs de dev en dev plutôt que des bundlers? La vitesse. La vitesse, principalement. Dans un bundler, donc, le code qui est généré, on va avoir du code qui va être... Donc, on a les dépendances, et on va avoir en général une espèce de glue ou un petit runtime par-dessus qui s'occupe d'aller... qui, lui, a la connaissance du graphe de dépendance, et qui du coup va aller faire ses requests, etc. Et du coup, sur des serveurs de dev en général, et même là maintenant, la tendance, et avec Web Dev Server aussi, c'est de tirer parti, de tirer avantage de pouvoir importer directement des modules dans les navigateurs. Et du coup, on peut juste mettre aller rajouter des balises script à la fin et charger les modules directement en dev, parce qu'on a une connexion locale très rapide avec son serveur. Ensuite, concernant le support des imports à l'ancienne, est-ce que Webpack est le seul à s'en sortir donc, sur la syntaxe CommonJS? Je pense que oui. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui le font. Après, ma reco là-dessus, le CommonJS, la syntaxe CommonJS, si on peut, moi, ma suggestion, ce serait de partir sur des imports ESBuild et notamment d'utiliser des code mods si nécessaire pour transformer les imports, enfin les require CommonJS en import ECMAScript. Comme je disais juste avant, les imports CommonJS, ça pose pas mal de problèmes, notamment en termes de tree shaking. Du coup, il y a plusieurs outils qui ont décidé de pas considérer ce problème-là et de juste partir sur, voilà, on a des imports, on a des modules avec ECMAScript et comme ça, on peut avoir, statiquement, on peut construire notre graphe et non pas avoir des requires en plein milieu. Ensuite, question... Alors, pourquoi la différence de temps de compile entre Webpack 4 et Webpack 5? Alors, la différence entre les deux, principalement, ça a été... ils ont refait une bonne partie de la façon dont ils traitaient leur compilation, et notamment, arrivé en Webpack 5, il y a un système de cache qui a été activé par défaut, qui accélère beaucoup, et puis de toute façon, à chaque fois que Webpack rajoute des choses, il y a toujours des choses comment dire, des performances en plus. Alors ensuite, pourquoi je préfère Webpack aux autres? J'ai pas vraiment de... Alors, rapidement, le fait que Webpack est plus configurable, qu'on a plus accès aux internes, et que si jamais on a besoin de tweaker la config, on peut plus facilement. Je mettrais aussi Rollup dans la même catégorie, hein, mais Rollup, j'en suis moins servi parce que j'ai fait que du packaging d'applications principalement.
Du coup, je veux dire, Webpack Rollup par rapport aux autres. J'ai déjà repris un projet où il y avait du Parcel, où il y avait des problèmes au niveau du build. Et Parcel n'arrivait pas à... On n'arrivait pas à faire le build qu'on voulait, donc j'ai pu revenir avec un Webpack qui marchait, enfin, refaire une conf et faire marcher une conf Webpack à la place. Quelle est l'utilité des bundlers avec HTTP2 ? J'ai envie de dire, alors, elle est moindre, c'est sûr. Même si je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses d'HTTP2 dont on ne tire pas forcément parti. Notamment le fait de pouvoir pousser donc, sur une page, si un serveur connaît un truc, il peut repousser dans la même connexion différents fichiers, différents assets en plus. Je pense que l'utilité des bundlers, elle peut être ne serait-ce que pour le tree checking, pouvoir dire ok, j'ai ma grosse dépendance, j'ai mon gros design system, j'utilise que 4 composants dans mon design system, ne serait-ce que de pouvoir générer un fichier qui a juste les quatre composants qui sont nécessaires, et après pouvoir servir ça par HTTP2. Si on peut réduire le code mort, c'est quand même plus pratique. Donc rien que pour ça, je garderai un bundler, même si on a moins besoin de... Comment dire ? On a bien besoin de cette partie agglomération et constitution des fameux bundles, des fichiers de bundle. Est-ce que le tree checking est fiable selon moi ? Alors, je pense que j'ai jamais vraiment eu de problème avec le tree checking. En général, j'ai plus eu des problèmes avec toutes les implémentations de tree checking que j'ai vues sont très conservatrices. Donc, ils vont pas aller supprimer de façon trop agressive du code. En général, le problème qu'on a avec le tree checking, c'est qu'il y a des fois où c'est pas fait et où ça passe pas, et on se demande pourquoi j'ai un truc dans mon bundle alors qu'il est censé être require que dans la partie que côté serveur, et je me trouve avec un méga de dépendance de CryptoJS pour une fonction de hash qui est utilisée que côté serveur. Donc, le tree checking, les problèmes que ça pose en général, c'est plus sur il y a trop de choses, mais j'ai jamais eu de problème de un import a été complètement supprimé, et du coup ça casse du code en fonction. Voilà, je pense qu'on est bon sur le temps. Je pense que Parfait. Merci, Julien. J'ai oublié de préciser au début, si après vous voyez que Julien ou Nicolas ou Guillaume, je vais me faire engueuler, ou Guillaume sont encore là, il y a des tables sur Remo et tout, et si vous voyez qu'ils sont encore là, n'hésitez pas à venir sur table et discuter si vous préférez discuter en live, s'ils sont encore là. Alors, en sachant, je vais juste rajouter un dernier truc Vas-y. sur Webpack. Du coup, si vous êtes plus intéressé pour avoir des choses, j'ai déjà fait des brown bag lunch, donc je peux faire aussi s'il y a un intérêt, parce que je pourrais faire des présentations, donc il y a moyen de construire. Aujourd'hui, il n'y a pas de school Webpack, mais on pourrait en construire une à partir des besoins des gens qui sont remontés si nécessaire. Bonne idée. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me pinguer, soit dans le chat après, soit par Twitter autrement. Merci Julien. Merci. Au tour de Guillaume maintenant. Je t'invite à monter sur scène, Guillaume. Ouais. Pour nous parler de Khazar. Ouais. Donc vas-y, c'est à ton je te laisse la main, partage ton script. Voilà. Joli. Bonne presse. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Guillaume Nicolas. Je suis développeur sur le projet Unique Name. Donc Unique Name, c'est une startup qui propose une plateforme d'identifiant numérique
qui s'appuie sur un système décentralisé, donc, qui est notamment la blockchain. Et du coup, les personnes vont pouvoir utiliser cet identifiant pour plusieurs choses, pour pouvoir par exemple se connecter ou prouver son identité, se connecter à des sites web. Et les entreprises vont pouvoir réutiliser nos différents outils qu'on met à disposition pour intégrer la gestion de ces identifiants dans leur plateforme existante. Donc moi, personnellement, j'ai travaillé sur la partie app, qui s'appelle, qu'on a appelé My Nickname App, qui est une PWA. Donc je vous ai mis le lien ici, si vous voulez l'essayer, puis vous faire un avis, essayer notre solution. Voilà, c'est gratuit, vous pouvez. Et donc l'idée de ce talk, c'était de vous présenter le framework qu'on a utilisé pour développer cette application. Donc on est quand même une startup, donc l'objectif c'était de produire un MVP rapidement et qui respecte les standards et qui est quand même simple à utiliser et agréable à utiliser. Donc on voulait faire une application. Donc on a choisi, on devait commencer par choisir des frameworks. On avait un premier critère qui est que ce framework devait être open source. Donc on a fait un petit peu l'état des lieux des frameworks qui nous permettaient de faire ça. Donc là j'en ai listé quelques-uns. Flutter, il y a Next.js, React Native, Quasar, Beautify, Ionic et Meteor. Ensuite, on avait un autre critère, c'est qu'on voulait qu'il y ait une librairie graphique, une librairie de composants directement intégrée dans le framework, parce qu'on n'avait pas forcément du temps à passer à designer des nouveaux composants, ni même à aller rechercher une autre librairie spécifique pour des composants. Donc, voilà, on voulait un truc prêt à l'emploi qui respecte les standards ergonomiques. Donc, on a éliminé React Native, Next et Meteor, qui n'ont pas de librairie nativement dans leur librairie. On voulait pouvoir développer notre application en Vue, parce qu'on avait la compétence en interne et l'idée toujours d'aller vite. Donc, on a éliminé Flutter, qui lui est plutôt en Dart. Et on voulait pouvoir réutiliser ce framework pour faire plus qu'une application mobile. Notamment une SPA, donc la PWA, et pourquoi pas une application mobile native. Et donc, on a éliminé Ionic, qui ne proposait pas de faire de mode SPA. Donc, il nous restait finalement Quasar et Beautify, qui sont, quand on regarde, des projets assez similaires. Et donc, en parcourant les différentes docs, on a plutôt opté pour Quasar. Donc, il fallait bien faire un choix, et on a choisi Quasar. Donc, Quasar, ça regroupe toutes les fonctionnalités dont j'ai un petit peu parlé, mais ça regroupe pas mal de choses d'autres. En fait, Quasar, ça va être un framework qui va vous permettre de construire à partir d'une même base de code et de publier sur plusieurs plateformes différentes. Vous allez pouvoir faire des single page, vous allez pouvoir faire de la PWA, des applications rendues côté serveur, donc du SSR. Vous allez pouvoir également développer des applications lourdes pour desktop, donc Windows et Linux et Mac. Vous allez pouvoir faire des applications mobiles, iOS et Android. Et la petite particularité de ce framework, c'est que vous pouvez également faire des extensions navigateurs. Tout ça à partir de la même base de code. Sinon, c'est un framework qui a une bonne communauté, donc une assez grande communauté qui est très réactive et très intéressante, avec qui on peut partager et proposer des évolutions. Donc c'est open source. C'est un framework qui est à l'usage, qui est efficace, qui n'a pas une grosse empreinte mémoire lorsqu'elle est exécutée. Donc il y a une librairie de composants. On a un système de plugins qui permet des interactions plutôt avancées avec la page. On pourra revoir un petit peu plus tard dans la doc. Et c'est un framework qui est extensible. Je reviendrai à la fin, mais on va pouvoir ajouter pas mal de capacités au framework en fonction de nos besoins. Et donc tout ça, c'est en Vue.js. Donc l'idée de ce talk, c'est vraiment de vous montrer très basiquement comment on démarre un projet Quasar et qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc comment on démarre? La première chose qu'on a fait, c'était de se rendre sur la doc, forcément, donc disponible à cette adresse, qui est structurée. Bon, c'est très clair, hein, on a les composants d'un côté, on a les différentes cibles de l'autre, comment bien démarrer un projet mobile, etc. Et donc quand vous arrivez sur la doc, il vous propose carrément un guide pour démarrer votre projet et même des vidéos interactives. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et vous pouvez également consulter les différentes versions de doc quand elles évoluent. Donc quand vous voulez utiliser le framework Quasar, il y a plusieurs solutions.
Soit vous avez déjà une app existante et vous voulez intégrer la librairie graphique Quasar. Donc, vous pouvez utiliser le mode UMD, qui en fait va aller récupérer les ressources via le CDN JS Deliver. Et donc, Quasar met à disposition un petit outil qui est plutôt sympa, qui vous permet de composer les ressources de Quasar que vous allez récupérer dans votre projet. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir, par exemple, est-ce que vous voulez les animations, est-ce que vous voulez la fonte préintégrée de Quasar, est-ce que vous voulez quelle librairie d'icônes vous voulez, etc. Et donc Quasar va vous générer le code associé que vous allez directement pouvoir copier-coller dans votre projet existant. La seconde possibilité, si vous êtes plus familier avec la ligne de commande vue, eh ben, vous allez pouvoir initialiser votre projet en vue avec la ligne de commande vue, donc vue create, et ensuite utiliser le plugin Quasar qui va vous permettre d'initialiser à partir de cette base vue le projet Quasar, donc tous les fichiers qui vont bien, la bonne structure et la bonne configuration. Et la dernière possibilité, c'est celle que nous on a utilisée, donc c'est la ligne de commande Quasar, qui est en fait une surcouche à la ligne de commande vue, mais qui possède plus de commandes et qui permet d'aller plus loin que l'initialisation du projet. Donc là, vous avez une clé qui est disponible sur NPM, que vous pouvez soit l'installer en global sur votre machine, ou soit passer par un gestionnaire comme NPX, si c'est ponctuel. Et donc, c'est la même syntaxe, c'est Quasar create et le nom de votre appli. Donc, quand vous avez lancé cette commande, Quasar va vous poser de manière interactive plusieurs questions, par exemple le nom du projet. Vous allez aussi choisir un préprocesseur CSS, donc vous avez le choix entre plusieurs. Et il va vous proposer également des features qu'il va déjà intégrer dans votre projet et préconfigurer. Donc, ce sera prêt à l'emploi. Vous allez pouvoir dire, est-ce que vous voulez du ESLint? Est-ce que vous voulez pouvoir utiliser TypeScript? Est-ce que vous voulez un store de données en Vuex? Est-ce que vous voulez la librairie Axios? Ou donc la dernière possibilité, c'est est-ce que vous voulez la traduction directement dans votre projet? Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez et tout sera directement accessible dans votre projet sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Vous choisissez également une façon de développer en vue, soit par l'API composition, soit par l'API option, ou soit en mode class-based. Donc, personnellement, on a utilisé le mode class-based. Et donc, vous allez pouvoir configurer la base ESLint et enfin le gestionnaire de projet que vous allez utiliser, donc soit Yarn ou NPM. Et à partir de là, vous avez Quasar qui est initialisé, donc une structure de code qui est quelque chose de très standard, qui ressemble à ça. Et donc, dans les fichiers sources, vous avez une structuration plutôt technique. Donc, on peut voir, il y aura tout un répertoire avec tous les composants d'un côté, vous avez tous les layouts de l'autre, les pages, les éléments de routeur, les stores, etc. Et donc, il y a un petit fichier qui est intéressant, qui est en fait issu du vueconfig. C'est le quasarconf, qui est le fichier JS central, qui permet de configurer le framework et le bundler, qui est donc Webpack en l'occurrence. Donc, c'est le point d'entrée pour pouvoir choisir quelle chose vous voulez embarquer, quel élément du framework vous voulez embarquer dans votre application. Il y a aussi la possibilité de laisser l'outil, la ligne de commande, enfin l'outil en ligne de commande choisir, détecter quel composant vous utilisez et faire du tree checking. Et vous allez pouvoir configurer pour chacune de vos cibles les spécificités. Tout ce qui concerne les PWA, tout ce qui concerne les apps mobiles, les apps lourdes desktop, etc. Donc, une fois qu'on a fait le tour de cette structure, il ne reste plus que deux choses à faire. Donc, vous pouvez lancer un serveur local de dev. Donc, c'est le dev server de Webpack, avec, pareil, en partant de la clé Quasar. Et donc là, vous pourrez, avec le hot reload, vous allez pouvoir modifier en live votre code et puis constater un petit peu les évolutions dans votre navigateur. Et ça marche pour tous les supports. Si vous avez une extension navigateur, vous pouvez faire exactement la même chose. Enfin, ça marche pour toutes les cibles pareilles. Et une fois que vous avez fini votre dev, vous allez pouvoir builder. Donc, ça lance les instructions de build du bundler et ça vous génère les différents fichiers qui vont bien que vous allez pouvoir publier sur votre serveur web.
Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez initialisé votre projet et vous avez une première structure fonctionnelle, une première app qui fonctionne et qui est prête à être déployée. Donc, c'est bien, mais en fait, finalement, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a initialisé à partir d'un template Quasar. Et maintenant, on va commencer à le customiser. Donc, la chose qui était vraiment très intéressante, c'était cette fameuse librairie de composants graphiques qui est vraiment très complète et agréable à utiliser. Et donc, cette librairie de composants, vous pouvez parcourir la doc, on va le regarder ensemble. Il y a un certain nombre de composants possibles, donc ça se structure toujours de la même manière, une petite description du composant, l'API du composant, donc les propriétés qu'on va pouvoir lui passer, les événements auxquels on va pouvoir réagir, les méthodes qu'on pourra appeler. Et ensuite, des cas d'usage, donc voilà, des exemples pour jouer un petit peu avec, et puis le code qui va avec. Donc, vous avez tout prêt à disposition pour intégrer ce composant dans votre application. Donc, vous avez des boutons, vous avez des avatars, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des formulaires. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très, très standard dans les librairies de composants finalement. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu besoin, nous, dans notre projet, d'utiliser des composants externes. On a toujours tout trouvé dans la librairie de Native. Bon, après, ça reste des applications qui ne sont pas très évoluées en termes d'ergonomie, qui ne révolutionnent pas, mais qui respectent les standards et qui sont efficaces. Donc, toute la partie graphique, ça s'articule suivant des layouts. Donc, un layout, c'est le fond de votre page dans lequel vous allez pouvoir composer. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, un header, un footer. Vous allez pouvoir mettre des menus sur la gauche ou la droite. Et au centre, vous aurez votre page qui va changer en fonction de votre navigation. Et donc, Quasar fournit un petit outil qui vous permet de générer tout le code du layout, tout le code de base de votre interface, en sélectionnant comme ça, est-ce que je veux un header, est-ce que je veux un footer ou pas, et une fois que vous avez fini de faire votre choix, vous allez pouvoir récupérer de la même manière que pour les composants, vous pouvez récupérer le code du layout. Donc avec le header, avec les menus, et au milieu, vous avez le container de la page dans lequel on va venir instancier les vues de notre routeur. Et donc c'est là-dedans que chaque page va être rendue, en fonction de la navigation. Et donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans la doc. Il y a carrément cet outil qui vous permet déjà d'initialiser une première structure si celui de Quasar ne vous convient pas. Voilà. C'est un petit plus qui permet d'aller encore plus vite. L'autre spécificité du framework, c'est justement ce que je disais, c'est qu'on peut publier pour un certain nombre de plateformes. Donc, parmi toutes ces plateformes, il y en a une de préconfigurée, donc c'est les SPA. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on trouve dessous? Comment on peut les configurer? C'est en fait le bundler qu'on configure directement. Donc, le bundler, c'est Webpack qui est utilisé. Donc, dans le fichier quasarconf, on va retrouver une section dédiée au bundler. Donc, vous allez pouvoir utiliser toutes les configs mises à disposition par Webpack. Donc là, c'est le fichier qui récapitule toutes les configs possibles. Et vous allez directement pouvoir les utiliser dans votre projet. Donc, qu'est-ce qui permet de faire? Vous pouvez rajouter des plugins à foison sur votre Webpack, des loaders, gérer votre dev server, changer la config Webpack si celle de base ne vous convient pas, etc. Donc, c'est très extensible. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, tout est déjà préconfiguré et donc le système de lazy loading et de tree checking est déjà mis à disposition. Si vous reprenez la même façon de coder qu'il y a dans le template, vous aurez directement du lazy loading et du tree checking. Donc, juste pour rappel, le lazy loading, c'est le fait de pouvoir charger les ressources à la demande lorsqu'on navigue sur une page A, puis B, puis C. On n'a pas envie de télécharger toutes les pages d'un coup, mais on va télécharger progressivement. Et le tree checking, c'est, comme disait Julien tout à l'heure, c'est de délaguer un petit peu parmi tous nos fichiers, si on fait du refactoring, donc d'enlever les composants qu'on n'utilise plus, ou dans les dépendances, d'enlever ce qu'on n'utilise pas dans les dépendances. Donc tout ça, c'est configuré dès le premier build pour votre application. Mais vous pouvez quand même intervenir sur toutes les étapes de build et modifier tout ça. Donc, le fait que ce soit multiplateforme, donc comment ça se passe? À partir de notre initialisation du projet Quasar de base, on va pouvoir appeler à partir de la CLI Quasar, du coup,
ce qu'ils appellent des mods. Donc on fait mod add PWA pour ajouter tout ce qu'il faut pour gérer une PWA. On fait exactement la même chose pour faire du SSR. Capacitor, donc c'est pour faire des applications mobiles. Donc c'est un framework externe qui permet justement de générer des projets mobiles à partir d'un projet web. Electron, c'est pour la partie desktop. Et Bex, c'est les browser extensions. Donc, qu'est-ce que vont faire chacune de ces commandes? Ça va en fait installer tout ce qu'il faut dans votre projet Quasar pour gérer durant le build ces différentes cibles. Ça va rajouter un répertoire spécifique à chaque cible. On le verra tout à l'heure en exemple avec PWA. Et ça va initialiser cette cible avec un template fourni par Quasar. Donc, de la même manière qu'on a initialisé le projet, on va avoir la même chose pour chaque cible. Donc comme ça, en une commande, vous pouvez déjà vous projeter et commencer à développer votre application sur toutes les cibles disponibles. Donc si on prend l'exemple de la PWA, parce que c'est celle qu'on a pratiquée, qu'est-ce qu'il a fait? Donc j'ai appelé cette commande, et du coup, ce qui m'a généré, c'est toutes les icônes, toutes les déclinaisons d'icônes qui sont spécifiques pour ma PWA, parce que pour rappel, une PWA, c'est une application web avancée qui permet de faire plus de choses, donc notamment gérer un mode hors ligne, mais aussi pouvoir être installé sur l'écran d'accueil de l'utilisateur. Et donc, quand on est sur l'écran d'accueil, il nous faut une icône. Et chaque OS a différentes spécificités en fonction de la densité de l'écran. Il a besoin de telle ou telle taille d'icône. Donc là, Quasar aura généré toutes ces icônes pour nous à notre place, donc à partir toujours d'une icône présente dans le template, donc qui n'est pas la nôtre. Ce que je disais tout à l'heure, il a créé un nouveau répertoire. Donc, on se rappelle tout à l'heure, on avait le SRC, et maintenant on a le SRC PWA en plus, qui contient tous les fichiers qui sont spécifiques à la PWA. Donc, dedans, on va retrouver 3 fichiers. Donc, le fichier du service worker, en fait, le point d'entrée du service worker, dans lequel on va pouvoir faire tout un tas de choses liées au service worker. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Quelque chose spécifique pour le TypeScript et de la déclaration de type, et le register, je vais montrer juste après, qui permet donc justement d'écouter les événements du service worker et de faire réagir notre page web en fonction. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il va rajouter des dépendances à notre build Webpack. Donc là, pour la PWA, il va utiliser la librairie Workbox, qui est une abstraction faite proposée par Google de toutes les API disponibles dans les service workers, qui vous permet déjà de faire pas mal de choses. Donc, ce sera pré-configuré et vous aurez déjà du pré-caching et la gestion du mode offline qui sera déjà à disposition, rien qu'en initialisant le mode de PWA. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, tout ça est embarqué dans le plugin Webpack, que vous allez ensuite pouvoir configurer pour rajouter des fonctionnalités. Et donc, le Register Service Worker, le dernier fichier dont je parlais tout à l'heure, qui est côté app, pouvoir interagir avec le Service Worker et être notifié en fonction de certains événements émis par le Service Worker, lorsqu'il y a une installation, de la mise en cache, etc. Donc, on a vu que les icônes étaient générées à partir d'une icône standard fournie par Quasar. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir nous aussi substituer notre icône. Mettre notre propre icône sur notre application. Et donc là, Quasar fournit un petit utilitaire qui s'appelle Icon Genie, qui est plutôt très pratique. L'idée, c'est qu'en une ligne de commande, vous allez pouvoir, à partir d'une image source, qui fait une certaine taille, décliner toutes ces images dans un ensemble de sous-images. Donc là, on a vu tout à l'heure, il générait pour plusieurs tailles. Là, vous allez pouvoir retrouver exactement la même chose, et en plus, les splash screens. Donc les splash screens, ce sont les fameux écrans qui s'affichent lorsqu'on démarre l'app, la PWA, depuis l'écran d'accueil. Et donc, Icon Genie va vous générer pour toutes les cibles possibles toutes ces icônes. Ça, c'est configurable. Si vous utilisez que certaines cibles, vous allez pouvoir lui dire de générer que pour ces cibles-là. Et donc, là, c'est un vrai gain de temps. Bon, après, il y a sûrement d'autres outils qui permettent de le faire, mais là, c'est directement dans Quasar, c'est fourni et c'est documenté. Donc, on va très, très vite de ce côté-là aussi. Pour l'exemple de customisation, donc on va pouvoir customiser la PWA. Donc toujours dans le fichier QuasarConf, on retrouve une section dédiée à la PWA, dans laquelle on va pouvoir aller configurer le plugin Workbox. Donc toutes les configs que prend la librairie Workbox, on va pouvoir l'injecter ici. Voilà. Ensuite, la spécificité d'une PWA par rapport à une application web, c'est qu'elle a un fichier en plus qui s'appelle le manifeste.
Et donc, c'est depuis le Quasar-Conf qu'on va pouvoir aller renseigner les différents champs de ce manifeste. Par exemple, le nom de notre application, la description, la manière dont on veut que l'application soit affichée depuis l'écran d'accueil. Est-ce qu'on veut l'entête navigateur avec la barre de recherche, etc. ou est-ce qu'on veut une pleine page pour que ce soit très proche d'une app native? Donc, c'est tout ça qu'on va pouvoir aller pouvoir spécifier ici, la liste des icônes qu'elle utilise, etc. Et on va pouvoir définir des variables qui sont des méta-variables qui sont injectées dans le HTML, dans la page HTML, et qui sont lues par les différents OS. Donc voilà, on va pouvoir étendre vachement les possibilités de notre PWA. Et la dernière chose, c'est qu'on va pouvoir configurer notre service worker, donc dans le fichier dont je parlais tout à l'heure, le fameux fichier dédié au service worker. Donc vous allez pouvoir rajouter du comportement, commencer à gérer les OS, les notifications via l'OS, parce que c'est l'une des spécificités aussi des PWA, c'est que votre PWA va pouvoir envoyer des notifications à l'OS. Vous allez pouvoir mettre en place du pre-caching, gérer le mode offline et définir des stratégies de mise en cache de vos ressources. Et donc, tout se passe dans ce fichier. Enfin, la dernière partie, c'est que c'est un framework qui est extensible. On va pouvoir intervenir à tous les niveaux du framework. Là, à gauche, c'est donc une liste de ce qui est extrait de la documentation. Juste brièvement, on va pouvoir rajouter des nouvelles commandes à la ligne de commande Quasar. Donc, par exemple, si vous voulez avoir une commande qui vous génère une page spécifique qui respecte un certain nombre de principes ergonomiques avec toute votre app, et bien vous allez pouvoir rajouter cette nouvelle commande qui génère une page et qui l'intègre directement dans votre projet. Vous allez pouvoir créer des nouveaux composants graphiques que vous allez pouvoir déployer, publier sur NPM par exemple, et mettre à disposition de la communauté. Et puis voilà, tout un ensemble de choses. Donc ils ont mis intervenir à un niveau du build, voilà, des hooks mis à disposition par Quasar, tout ça. Et donc, Quasar met également à disposition un marketplace, une page dans laquelle il regroupe donc, tout ce que Quasar propose comme extension, que vous pouvez ajouter à votre application. Donc, il y a des composants et il y a des outils. Et il y a également le fameux Awesome Quasar, qui en fait regroupe exactement la même chose. Donc là, c'est des articles au-dessus, mais ici, ça va être des extensions fournies par la communauté et également des exemples de projets sur lesquels vous allez pouvoir vous inspirer pour respecter les bonnes pratiques de la communauté ou voilà, tout simplement réaliser ce que vous souhaitez. Donc une fois de plus, ça permet d'aller très vite et si on n'est pas satisfait de ce que propose le framework Quasar, on peut toujours aller chercher des extensions faites par la communauté. J'ai à peu près fait le tour, je suis à peu près dans les temps, donc je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que je vous ai donné envie de tester, pour ceux qui n'ont jamais testé, le framework Quasar. Honnêtement, c'était un vrai gain de temps d'utiliser ce framework. On va très vite, on fait les choses bien et du coup on s'abstrait de toute la complexité du framework et on se concentre sur le fonctionnel, sur le fond de notre application. Donc j'ai mis quelques ressources qui sont des choses qu'on a vues pendant la présentation et notamment la vidéo de fin où une personne de la communauté vous propose de démarrer le projet web un petit peu plus précisément que dans la présentation. Donc voilà, je vais passer question. Alors, la première question, besoin d'être sous Mac pour build l'app iPhone? Oui, en fait, ça passe par donc Capacitor. Quand vous allez ajouter la cible Capacitor, du coup, il va vous générer, donc, soit pour iOS, soit pour Android, en fonction de ce que vous souhaitez, des projets. Donc pour Android, ça va être un projet Gradle. Il va vous générer un template de projet Gradle dans lequel il va injecter l'appli web. Et pour iOS, ça va être un projet Xcode. Donc oui, forcément, il y aura besoin d'avoir un Mac pour déjà émuler l'application et pouvoir la build. Alors, quel CI utilisez-vous pour construire vos différents bundles? Quel CI, après, c'est compatible avec n'importe quel CI. Nous, personnellement, on utilise Circle. Mais voilà. Après, on utilise Netlify pour déployer nos applications. Et l'instruction de build, c'est exactement la même que celle qu'on lance au local pour construire les différentes ressources
du bundler. Est-ce qu'on peut utiliser Quasar sans Vue? Non, c'est pas possible. C'est fortement couplé avec Vue. Ou alors, j'en ai pas connaissance, mais... Alors, combien de temps on a mis pour pouvoir pousser la première version utilisable en prod? Honnêtement, en fait, le plus long, c'était de définir ce qu'on voulait dans l'application et comment on voulait le présenter. Mais je pense qu'honnêtement, ça permet d'aller très très vite et en quelques heures, vous pouvez avoir votre première version de votre app qui ne fait rien. Enfin, il y a très peu de config. Toute la config est déjà faite pour pousser le plus rapidement en prod et en quelques heures, ça suffit. Après, c'est en fonction de ce que fait votre application. Donc, si je recherchais avant tout des éléments d'UI, est-ce que Vuetify m'aurait suffi? Alors, en fait, ce qui nous a séduit, c'était pas forcément uniquement la librairie de composants graphiques, mais c'était surtout tout ce qui allait autour. Parce qu'il y a les composants graphiques, mais il y avait aussi les interactions avec la page, la ligne de commande qui permet de rajouter une nouvelle page très simplement et très rapidement, et qui va aller modifier chaque endroit du framework pour intégrer la nouvelle page. Donc, non, on ne serait pas parti juste sur Vuetify. Nous, ce qu'on voulait, c'était un écosystème complet qui évitait d'avoir besoin de consulter 36 docs pour faire notre application. Mais c'est possible également. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions. Et je serais curieux de savoir, si vous voulez rester après, parmi vous, ceux qui ont pu tester le framework Quasar, donc avoir votre avis et puis pouvoir échanger sur le sujet.